Avant de me présenter, je vous propose une petite digestive. Voilà, si vous la connaissez, c'est pas grave, ça vous rappellera la première fois que je vous ai rencontré. Il s'agit d'un jeune homme qui refuse de faire son service militaire. On vient le chercher, quand même, parce qu'il a atteint l'âge, et il se met à répéter de manière incessante et agaçante pour les personnes qui viennent le chercher. Il est où? 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 Etc. On le met quand même à la caserne. Là, il rencontre les responsables de la caserne, donc les supérieurs hiérarchiques, et il continue à répéter « il est où, il est où, il est où, il est où ». On l'emmène voir les psychiatres, et il continue à dire « il est où, il est où, il est où ». Alors, il essaie, comme vous savez, dans notre métier, donc on essaie un peu de poser des questions, de scruter, de chercher un diagnostic quelconque, etc. Et lui, il continue tout le temps, il est où, il est où, il est où. Désespéré, le psychiatre va voir donc les responsables, donc les majors de la caserne. Ils discutent ensemble, il revient, il trouve le jeune en train de répéter tout le temps « il est où, il est où, il est où, il est où ». Le psychiatre remplit donc une feuille, imitant le papier, et il lui dit « voilà votre certificat ». Pendant ce temps, donc, le jeune répétait « il est où, il est où, il est où ». Et au moment où il tend le certificat, il répond « il est là ». Alors, jusque-là, tout le monde n'est pas là. Donc, du coup, je ne vais pas vous raconter une autre. Je vais démarrer directement. Alors, donc je m'appelle Yayoui Abdesalem. Je suis psychologue, enseignant-chercheur en psychopathologie clinique à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Et je travaille dans le champ de la clinique interculturelle, transculturelle depuis, on s'est vu il y a 30 ans. Eh bien, depuis un peu plus de 30 ans, nous avons développé à l'époque avec Toby Nathan donc une clinique ectopsychiatrique. Et puis donc chacun a fait son chemin et moi j'ai continué à travailler dans le champ de la clinique interculturelle en ayant une clinique, une pratique clinique depuis ce temps-là, avec des consultations à Grenoble, des consultations sur Chambéry, et puis des consultations un peu particulières que j'organise dans les institutions quand une institution de la protection de l'enfance ou d'autres institutions, de la psychiatrie par exemple, ont des difficultés à travailler avec une famille d'origine étrangère. À ce moment-là, je leur propose de recevoir la famille dans l'institution avec les professionnels à qui ça pose problème. Et à la fin de la consultation, on fait un débriefing avec les professionnels et on dégage les hypothèses de travail pour la suite, pour la suite de la prise en charge. Donc ça fait des années que je travaille dans ce champ-là et ça fait des années aussi que je travaille beaucoup avec les enfants en milieu scolaire. Des enfants qui présentent des difficultés de comportement avec généralement un risque assez conséquent de décrochage scolaire. Et donc, chemin faisant, j'ai développé un projet qui a été mis en place dans les structures scolaires que j'ai appelé donc modèle triangulaire de prise en charge de l'enfant, des enseignants et des parents pour, entre guillemets, éviter ou traiter la violence et les risques de décrochage scolaire à
C'est ce dispositif-là que je vais vous proposer dans un temps de 45 minutes. On aura dans la discussion la possibilité éventuellement d'élargir un peu cette expérience. En fait, pourquoi je suis arrivé à cette idée de proposer carrément au sein de l'institution scolaire ce travail de triangulation. Parce que en prenant en charge des enfants qui me sont indiqués par l'école qui souffrent de difficultés scolaires généralement générées par des problèmes de comportement, je me suis rendu compte qu'il y a de véritables murs d'incompréhension entre les parents et l'établissement et les établissements scolaires, et que l'enfant se situe entre deux pour créer pratiquement un espace entre guillemets, un espace où peut s'exercer sa toute-puissance, et donc où il peut s'affranchir de l'effort. En allant du côté des parents, l'enseignant est raciste et discriminateur ou discriminant, etc. Et quand il est du côté de l'établissement scolaire, les parents ne comprennent rien ou les parents ne lui ont pas donné les conditions optimales pour qu'il puisse faire son travail scolaire. Et ces quiproquos qui naissent dans cet entre-deux, ces quiproquos qui naissent, en fait, renvoient l'enfant à sa toute-puissance et donc renvoient l'enfant à sa destructivité. Et l'idée m'est venue depuis un moment, je l'avais écrit comme ça, je l'avais modélisé sans que il soit mis réellement en place à l'école. Je travaillais beaucoup avec les écoles, seul, je travaillais beaucoup avec les parents dans les quartiers, je faisais beaucoup d'animations dans les quartiers, dans les centres sociaux, autour de la question de la coparentalité, c'est-à-dire comment les parents peuvent s'entraider entre eux et comment ils peuvent aussi gérer ce qui se passe dans le quartier et comment, dans une perspective de rencontre avec le pays d'accueil, avec les institutions du pays d'accueil, comment ils peuvent dépasser certains blocages, reconnaître certains changements en eux pour devenir de véritables acteurs dans le champ social et également au sein de l'école à proprement parler. Donc ça, je l'ai fait un peu partout en France, je l'ai fait même à côté, je l'ai fait à Toulon, je l'ai fait pendant des années, je l'ai fait à Aix-en-Provence pendant des années, je l'ai fait évidemment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes actuellement, etc. Et ça ne donnait pas des résultats, ça ne donnait pas des résultats puisque la barrière entre l'école et les parents reste toujours assez épaisse, assez difficile à franchir. J'ai aussi, en tant qu'universitaire, fait un état des lieux théoriques sur les facteurs prédispositionnels qui participent à déclencher la violence chez l'enfant et évidemment tous les facteurs prédispositionnels qui interviennent dans le décrochage scolaire. Et puis chercher les corrélations, évidemment, à travers moi-même, j'ai engagé les étudiants pour faire beaucoup de recherches sur des corrélations possibles entre, par exemple, l'estime de soi, décrochage scolaire, violence, entre discrimination, estime de soi, violence, décrochage scolaire, impulsivité, décrochage scolaire, etc. Donc j'ai fait quand même, pendant plusieurs années, engager les étudiants pour faire des mini-mémoires avec des populations qui sont assez conséquentes, 150 élèves, 200 élèves, etc. etc. Et donc, dans cet état des lieux théorique et confronté à la clinique, il s'avère effectivement que la qualité du portage de l'enfant, c'est-à-dire la qualité de l'environnement, que ce soit l'environnement scolaire
que ce soit l'environnement familial, la qualité de l'environnement joue un rôle fondamental. Hein. Donc, ce n'est pas une causalité linéaire, mais joue un rôle fondamental dans le déclenchement de la violence, c'est-à-dire d'un comportement agité, d'un comportement, donc une tension psychique assez forte chez l'enfant, qui donne lieu à un comportement donc agité, un comportement entre guillemets presque désordonné, et qui va de fait entraîner un désenchantement par rapport à l'appétit scolaire et entraîner un risque assez important de décrochage scolaire. Donc on a, si vous voulez, essayé un tout petit peu de relever un certain nombre de facteurs qui sont impliqués dans cette violence et dans ce décrochage scolaire. Vous avez d'abord tous les facteurs qui sont en lien avec les parents. Et ces facteurs qui sont en lien avec les parents, c'est-à-dire l'environnement familial dans lequel évolue l'enfant, vous avez d'abord, et ça me semble très important, vous avez d'abord le désaccordage affectif entre les besoins de l'enfant qui sont dans beaucoup de cas de figure non reconnus par les parents, car pour que les parents reconnaissent les besoins de leurs enfants, des enfants qui sont nés ici, qui sont en train de grandir ici, il faut que ces besoins fassent trace dans leur monde psychique. Or, dans beaucoup de cas de figure, les demandes en termes donc les demandes des besoins des enfants qui sont nés ici ne font pas trace. C'est-à-dire que les parents ne savent pas ce que leurs enfants demandent. Et encore plus, les parents ne savent pas ce que leurs adolescents demandent. Car l'adolescence, la puberté est un événement universel. L'adolescence n'est pas un événement universel. L'adolescence est un événement culturel et post-moderne, post-industriel. Il n'existe pratiquement nulle part ailleurs dans les pays communautaristes, traditionnalistes, Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, donc Asie, et j'en passe. L'adolescence n'existe pas. Une mère comorienne me disait, l'adolescence est une invention des parents français pour s'affranchir de leur incapacité à s'occuper de leur enfant. Belle définition, je trouvais ça magistral comme définition. Et puis, une mère brésilienne, quand les éducateurs, parce qu'il y avait une information préoccupante qui a été donc posée, on lui a dit, vos filles, une de 11 ans et une de 13 ans, sont dans une crise d'adolescence. Comme elle ne comprenait pas, il y a eu beaucoup de quiproquos, ils sont arrivés à la consultation, et la première question qu'elle m'a posée, c'est qu'elle me disait, la crise d'adolescence, c'est comme une crise de foie, ça se soigne? Je lui ai dit, non, ça ne se soigne pas. Mais ça se soigne avec la patience. Elle m'a dit, comment ça? Je lui ai dit, ça se soigne avec la patience et avec le temps. Ça veut dire quoi? Ben, par exemple, pour votre fille qui a 11 ans, il faut encore 9 ans. Quant à votre fille qui a 13 ans, c'est à peine 7 ans. Donc, elle nous dit, ben, écoutez, les deux filles, ou vous les prenez, ou je les tue, ou je les renvoie dans le pays. Faites le choix. Et le choix, c'était le placement. Les deux filles ont été placées. Et tous ces parents-là, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient qu'à 5 ans, ils étaient dehors pour amener à manger. À 12 ans, elle était déjà enceinte. À 13 ans, il était chef de famille. Qu'est-ce que vous nous racontez, adolescence? C'est quoi ce temps-là qu'on va... Qui va accepter qu'un enfant qui, à 12 ans, il est adulte en Afrique subsaharienne, et vous voulez qu'on le traîne avec nous, comme un bébé, pendant 4 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc., etc.
Donc l'adolescence, hein, c'est un glissement très rapide dans le temps. On glisse du statut d'enfant vers le statut d'adulte. Un de passage. Cette vache alignée, l'adolescent, le pubère, doit sauter sur le dos des vaches, aller-retour sans tomber. Et la cérémonie continue s'il ne tombe pas. Le lendemain, il est au monde des grands. Et vous pouvez comme ça multiplier les exemples. Quelques séjours avec d'autres pubères sous une tente pendant une semaine, 2 semaines, etc. Chez les Mosso de Chine, la jeune fille, dès que les signes de la puberté apparaissent, elle est donc lavée, elle est habillée, elle passe devant un espèce de prêtre qui la franchit. Le soir même, elle passe à la case au-dessus, elle va dormir avec les femmes qui doivent recevoir les hommes sous la couverture de la nuit. Elle est femme. Elle peut avoir des enfants. Voyez? Donc, comment voulez-vous que des parents comprennent qu'un adolescent a des besoins d'autonomie? Un adolescent a des besoins d'appartenance à un groupe. Qu'un adolescent a besoin d'autoréalisation. Hein? Ou tout simplement, un adolescent a besoin de sécurité selon ses modalités à lui. Car les parents, pour eux, ils sont aimants pour leurs enfants. Ils donnent tout. Ils n'ont pas besoin de le manifester. Il suffit que l'enfant regarde et il voit. Le papa travaille, il ramène l'argent, il assure le gîte, donc il donne une bonne éducation. Que demande le peuple? Tout va bien. Qui peut dire que je n'aime pas mon enfant? Avec tout ce que je fais, vous dites que je n'aime pas mon enfant. Donc, on est toujours dans cette logique du faire, pas d'être avec, pas d'être proche, etc. C'est ça notre chapitre. Donc, la question de désaccordage affectif, elle est très forte, elle est très présente dans les relations entre les parents et l'enfant. Donc, ça déstabilise l'enfant, hein, ça le déstabilise. Un autre facteur très important, c'est le décalage spatio-temporel et la projection dans un ailleurs en rompant totalement avec l'ici, maintenant. Il y a une capture vers l'ailleurs chez tous les parents migrants, pratiquement. Et cette capture vers l'ailleurs, est incluse dans le projet migratoire à proprement parler. C'est-à-dire, je viens ici, je travaille, je gagne de l'argent et je rentre dans le pays. Donc ici, c'est un passage pour la première génération. Sauf que ce passage, dans cette logique du passage, crée un dysfonctionnement, parfois même violent pour l'enfant, un dysfonctionnement au niveau de tout ancrage spatio-temporel. C'est-à-dire, on a décrit il y a quelques années en arrière, l'enfant suspendu. Il est entre 2 lieux et 2 temps, sans possibilité de s'ancrer et d'être dans un rapport synchrone et diachrone avec le pays d'accueil. Donc, les parents inscrivent leurs enfants dans une espèce d'intemporalité, ou dans une espèce de perspective temporelle définie par le retour, entre guillemets, après l'immigration. Donc, nous avons, si vous voulez, la question du décrochage ou du désaccordage affectif est très importante. Désaccordage sur tous les plans d'ailleurs, sur le plan spatio-temporel, donc sur le plan affectif, sur le plan cognitif, sur le plan, quand vous voyez un tout petit peu le discours qui est transmis explicitement ou implicitement des parents vers l'enfant, eh bien, il s'en dégage une sorte de, de rapport à l'altérité, pratiquement d'une extrême labilité ou d'une extrême instabilité. Hein, avec un clivage entre le dedans et le dehors. Hein, il y a nous, il y a eux. Et il y a nous, il y a eux, on voit qu'à travers les générations, les premières générations de la deuxième génération, les premières générations de la deuxième génération,
était beaucoup plus pour une logique presque d'intégration-assimilation. Mais maintenant, les dernières générations de la deuxième génération jouent le clivage à fond de la caisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les écoles, dans les collèges, il y a ce clivage qui n'apparaissait pas il y a quelques années en arrière, devient extrêmement manifeste aujourd'hui, hein, avec cette espèce de, voilà, de fermeture, une espèce de fermeture ethnique, ou fermeture un peu par catégorie. Hein, par catégorie, il y a les immigrés, il y a les non-immigrés. Hein, il y a les immigrés, il y a les blancs. Et il y a, sinon, ben, il y a les, voilà, il y a le nous, il y a les eux, avec parfois un discours qui est particulièrement difficile. Donc ça, c'est du côté de la famille, il y a quelque chose du moins qui ne favorise pas une inscription de l'enfant dans l'ici et maintenant, avec une perspective temporelle qui lui permet d'envisager un futur dans le pays d'accueil. Puisque, hein, c'est une Turque qui est venue nous voir il n'y a pas très longtemps, elle a 25 ans, et elle est venue nous voir, je dis nous parce que j'ai une consultation dans laquelle il y a 6 personnes minimum, on est 6 dans la consultation, donc on est en co-thérapie large. Hein, ça a toujours été comme ça, c'est un peu le principe aussi des consultations transculturelles ou interculturelles, on travaille toujours en groupe, en grand groupe. Et donc elle est venue nous voir et elle avait un problème, elle disait « j'ai un problème d'ancrage ». Je ne sais plus si je suis française ou si je suis turque. On m'a toujours rabattu les oreilles avec l'idée qu'on va rentrer un jour. Sauf que mes parents aujourd'hui sont vieux et ils ne rentrent pas. Et je ne les vois pas rentrer. Et je ne sais pas quand est-ce qu'ils rentrent. Alors j'ai décidé, moi, de partir à Istanbul pour faire mes études et voir comment se passe la vie là-bas. Et en même temps, j'ai peur. Donc, je suis hanté par ce pays que je ne connais pas suffisamment, mais comme s'il fallait que j'aille rencontrer ce monstre qui m'empêche de m'inscrire au quotidien et qui m'empêche de me frayer une place dans ce pays. Il faut que j'aille vivre là-bas, mais en même temps, j'ai peur. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, cette espèce de... Voilà, on est suspendu dans l'espace, on est suspendu dans le temps. Ça, c'est du côté de la famille, j'écoute. Du côté des institutions scolaires, j'ai évoqué tout à l'heure le quiproquo. Il ne faut pas oublier que l'institution scolaire ou les enseignants sont les enfants ou sont porteurs ou partagent l'imaginaire collectif. Un imaginaire collectif qui, en France en l'occurrence, est travaillé par un certain rapport à l'étranger, de manière générale, et à l'étranger des anciennes colonisations de manière particulière. Un rapport toujours difficile à la culture de l'autre. Moi, quand je suis arrivé en France dans les années, il y a très longtemps, je ne dis pas l'année, mais quand je suis arrivé en France il y a très longtemps, j'étais très content parce que les Français que je rencontrais étaient curieux de savoir d'où je viens, étaient partagés. Il y avait un très grand partage. Ils nous accueillaient chez eux, ils étaient culturellement friands de ce qu'on peut leur apporter comme information. Et on était dans le partage. Et puis, quelques années après, c'est devenu un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que l'imaginaire collectif a été intoxiqué par des passages à l'acte à répétition, et peut-être aussi par une espèce de réveil de l'histoire. Comme si ça a pris du temps et des facteurs sont venus un peu peut-être réveiller cet imaginaire collectif pour avoir une idée un peu stigmatisante sur les jeunes et sur l'immigration de manière générale. Et beaucoup de jeunes sont persuadés que l'institution scolaire ne les porte pas comme elle doit les porter. C'est peut-être la discrimination perçue, c'est peut-être la stigmatisation perçue, et non pas réelle, mais eux, ils la vivent. Ce qui est important, c'est qu'eux, ils la vivent. Et à partir du moment où ils la vivent, beaucoup de jeunes en consultation nous disent
nous sommes devenus le produit de ce qu'ils veulent qu'on soit. C'est-à-dire, nous collons aux stigmates. Ils veulent des délinquants, eh bien, ils vont avoir des délinquants. Et j'ai vu des gamins qui étaient dans une espèce de presque de provocation à être agités. C'est presque de l'agitation, c'est une agitation qui devient presque un style. On aura l'occasion d'en dire quelque chose dans ces groupes, par exemple les groupes d'élèves qu'on anime au sein du collège. Eh bien, quand je dis aux enfants, mais pourquoi vous faites du bruit? Ils disent, monsieur, on ne fait pas du bruit. Nous sommes le bruit. En arabe, nous sommes le bruit. Voyez? Et ils vous disent, même ceux, ils veulent qu'on soit délinquants. Alors nous sommes délinquants. C'était dans un quartier très connu à Grenoble, qui est un quartier sympa à l'origine, et qui est toujours d'ailleurs un quartier sympa. Mais comme il a eu un label de quartier de délinquants, etc., et ben les jeunes affichent cette spécificité locale. Cette spécificité locale. Ils collent au stigmate. Donc, ce qui se passe du côté de la famille et ce qui se passe du côté de l'école crée justement chez l'enfant une certaine excitation psychique. Et cette excitation psychique va se traduire dans beaucoup de cas de figure par des passages à l'acte. Et ces passages à l'acte, il ne faut pas les entendre comme une volonté de faire du mal à l'autre. Il faut les entendre comme soit les tentatives d'attirer l'attention sur soi, et ils font beaucoup de bruit, effectivement, ils sont le bruit, soit de toute façon, c'est une façon de s'auto-saboter. C'est une façon de s'auto-saboter. Mais c'est aussi la manifestation, ou du moins c'est quelque chose qui nous dit sur ce qu'est un enfant cabossé par un environnement qui ne le porte pas suffisamment. Et donc, j'ai essayé un peu de métaphoriser ce double mouvement par une toupie. Une toupie. L'équilibre de la toupie ne peut s'obtenir que par le mouvement. Et j'ai le sentiment, dans la clinique du quotidien avec ces adolescents et ces jeunes enfants et leurs familles, que le poids est tellement fort sur leurs épaules qu'ils ont besoin de se décharger à travers des passages à l'acte et des ordonnées, qui n'ont pas forcément encore une fois, d'intentionnalité de faire du mal à X ou Y. Donc c'est de l'agitation, c'est vraiment de la décharge. Dans beaucoup de cas de figure, c'est la décharge. En plus de l'effet, en plus du fait qu'il y a un groupe et qu'il y a de l'effet du groupe. Donc comment ramener de la stabilité et inverser ce triangle infernal qui repose sur son sommet, et comment ramener de l'apaisement, comment ramener une certaine stabilité pour ces enfants. Donc, nous, le programme que j'ai proposé, qui a été retenu par plusieurs collèges, il a été aussi sollicité par des écoles primaires du côté du CM2 plus particulièrement, comme la transition entre l'école primaire et le collège. Donc on l'a mis en place justement au collège Villeneuve, et après on a mis en place un collège sur Aix-les-Bains, le collège Marioz à Aix-les-Bains. Sur le collège Villeneuve, il a duré à peu près 6 ans. L'idée pour nous, c'était de l'expérimenter de la 6e jusqu'à la 3e, jusqu'à la seconde, pour voir les effets dans le long terme. Qu'est-ce que ça peut donner comme effet? Et puis pour le collège Marioz, on a fait pratiquement la même chose.
c'est-à-dire on a commencé avec la 6e et on a fini avec la 3e. On n'a pas eu la possibilité de terminer donc, pour des raisons pratico-pratiques, c'est pour des raisons de temps, mais on l'a fait quand même de la 6e jusqu'à la 3e, jusqu'à la fin de la 3e. Et il se décline donc de la façon suivante. Alors le contexte pour Villeneuve, c'était vraiment un contexte très douloureux, très difficile. Le collège qui flambait, l'habitation du proviseur qui a été incendiée carrément, on a de l'essence dessus, et puis on a flambé, etc. Il était question de fermer carrément le collège, et ils m'ont sollicité, d'abord par une conférence, ensuite le département, l'académie, tout ça, m'ont demandé est-ce que voilà, ce dispositif que je présente, est-ce qu'on peut l'expérimenter? Donc on l'a expérimenté au collège. Il a 3 modules avec des possibilités évidemment de chevauchement possible, de faire des sessions ensemble pour tout le monde, etc. Donc un premier module pour l'enfant. Le module pour l'enfant, après ce diagnostic qu'on a fait depuis des années, etc., nous avons pris comme focus pour le travail avec l'enfant et l'adolescent la question d'estime de soi, de l'image de soi, de l'affirmation de soi, le travail autour de la différenciation moi-l'autre, la question d'auto-efficacité. Il y a des enfants qui vous disent « moi je sais rien, je fais rien, je suis bon à rien, etc. » Sur la capacité d'agir, donc il s'agit de travailler sur les frontières et l'altérité, sur la capacité à dire non et à se positionner par rapport aux prédictions formatives telles que la stigmatisation par exemple. C'est une prophétie prédictive. C'est de toute façon, pourquoi voulez-vous que j'aille à l'école? De toute façon, je n'aurai pas de travail, de toute façon, ça ne m'aiderait à rien, de toute façon, l'école ne vaut rien, et qu'est-ce que je vais gagner en plus? Surtout si dans le quartier, vous avez des gamins qui viennent vous raconter dans les groupes que tel gamin qui a décroché scolairement, il a des baskets de marque, il a des vêtements de marque, il a de l'argent qui coule à flot, etc. Et il n'a pas besoin de l'école pour avoir beaucoup de sous. Donc pourquoi travailler pour gagner? Il me pose donc des questions. Combien vous gagnez, monsieur? Ou combien vous gagnez, madame? Si on leur dit, on gagne tant, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous pouvez vivre avec ça? Vous pouvez avoir une voiture, une belle voiture, etc. Donc, il y a un imaginaire dans le quartier qui vient pratiquement imposer cette prédiction formative, cette prophétie anticipatrice. Et donc, du coup, vient saboter le désir d'apprendre et créer justement ce bruit de fond permanent pour que le travail, pour qu'on passe à autre chose que se préoccuper donc d'une formation, d'un apprentissage, etc. Et nous avons, pour cela, nous avons utilisé tous les outils possibles, disponibles, etc. Donc, alors, il s'agit donc, pour vous donner l'idée, il s'agit de groupes d'enfants qui fonctionnent une fois par semaine, et les groupes sont pris par classe, et que des élèves d'une même classe. On ne prend pas des élèves de différentes classes pour les mettre ensemble pour faire le groupe. Ce sont des élèves d'une même classe. L'idée, c'est qu'on puisse travailler d'abord sur ces élèves-là et qu'il puisse y avoir un transfert de ce qui a pu se faire, de ce qui a pu s'acquérir pendant le travail de groupe, et qui va être après transféré dans la situation classe de manière générale. Car prendre un élève de chaque classe, par exemple, dès qu'ils sortent, dès que ces élèves sortent, ils sont phagocytés par les autres groupes de leur classe, ou par les autres. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas et qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous êtes malade, vous êtes ceci, etc., etc. Alors que là, on est vraiment à l'intérieur de la même classe. C'est-à-dire qu'on va prendre 6 élèves d'une même classe, les plus
indiqué par les enseignants, ce sont les enseignants qui nous orientent dans ces élèves, et donc on crée ce groupe-là. Ce groupe fonctionne une fois par semaine avec un psychologue et des stagiaires psychologues, et éventuellement un membre de l'institution scolaire, l'infirmière, l'assistante sociale, le coordonnateur du dispositif, etc. Et donc, ce travail se fait depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année et continue jusqu'à la fin de la troisième. Avec une évaluation en T1 qui est le début de l'année scolaire, généralement début octobre, le temps que les élèves s'installent, et une autre évaluation qui se fait le mois de juin. Donc on a un T1 et un T2. Et on voit avec des échelles d'évaluation que nous avons fabriquées et qui nous permettent de voir s'il y a une évolution sur les dimensions que nous voulons, que nous avons mis au travail, à savoir donc l'estime de soi, donc la différenciation moi non moi, etc., etc. Donc ça c'est le travail avec les élèves. Ensuite, il y a un deuxième module qui est très important, entre parenthèses, les élèves les plus difficiles et qui relèvent vraiment d'une prise en charge intensive, dans beaucoup de cas de figure, ils sont toujours au sein du collège, sont pris en charge par moi-même et en présence des parents et potentiellement donc en présence de quelqu'un de l'établissement scolaire. C'est pas de la psychothérapie, c'est beaucoup plus un travail de il y a de tout. Il y a à la fois un travail de soutien psychologique, un travail de soutien éducatif. Ça permet aussi d'orienter sur certaines choses. On découvre par exemple des carences éducatives, ou on découvre par exemple qu'il a besoin d'une prise en charge autre que celle qui se fait au niveau du collège, etc., etc. Donc, le groupe d'élèves, il est suivi et on verra les résultats tout à l'heure. Ensuite, le travail avec les parents. C'est très, très important. Et encore plus dans les situations interculturelles. Un premier axe qui est très important, c'est comment aider les parents à se réajuster par rapport à l'école d'ici, à la scolarité de leurs élèves. Comment les aider à comprendre le système scolaire. Donc, si on est dans la psychoéducation, de la guidance parentale, on explique des choses. Et comment aussi laisser aider les parents donc du moins à faire confiance aux enseignants. Par exemple, plusieurs fois on était interpellés par les cours sur l'éducation sexuelle, où ils viennent un peu revendiquer qu'est-ce que c'est que ça, ils sont en train de rouler les yeux, ça veut dire quoi prendre une pilule, ça veut dire quoi se protéger, ça veut dire qu'ils disent à nos enfants, faites-le, ou ils disent à nos filles, ben voilà comment tu dois faire. Donc ils sont en train de leur apprendre les mauvaises choses. Donc comment faire la différence entre un cours qui aussi c'est un ensemble d'informations nécessaires pour un adolescent, et puis il faut aussi leur faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'un adolescent. Et donc il faut remonter à leur propre histoire à eux, comment c'était à eux, qu'est-ce que ça évoque en eux, cette question d'adolescence. Donc il y a tout un travail de guidance parentale, d'information, etc. Et puis après il y a tout un travail de sensibilisation aux besoins de l'enfant. Et tout un travail autour de comment accompagner un enfant. Comment vous avez été accompagné, vous, et comment vous pensez que vos enfants vous attendent, où vos enfants vous attendent par rapport à l'accompagnement. Alors, au début, ce sont des conférences, ce sont des rencontres avec un temps de conférence qui est très très limité, autour d'un thème que les parents choisissent eux-mêmes. Ce sont les parents qui choisissent leur thème. Et on fait un petit 5-10 minutes d'introduction. J'essaie de ramener des éléments comme ça, des éléments d'information générale. Et puis après, ce sont les parents qui s'échangent leurs expériences. Ce travail-là, il est fait sur tout le cycle, sur tout le programme, sur les 4 années, avec les parents. Toujours, donc généralement au début ce sont des parents, des enfants qui sont suivis, qui sont concernés, mais on se retrouve après avec des conférences vraiment ouvertes à tous les parents, et parfois même les parents ramènent d'autres parents avec eux. Donc du coup on se retrouve
travaille avec plusieurs parents autour de questions qui les intéressent. À certaines de ces conférences parentales, de coparentalité, il peut y avoir à certains moments la présence des enfants sur des thématiques qui concernent les enfants. Il peut y avoir la présence des enseignants sur des thématiques qui peuvent concerner le rapport enseignant, élève, parent. Voyez. Et donc, tout cela se fait sur l'ensemble de l'année et des années qui suivent. Ensuite, le travail avec les enseignants. Le travail avec les enseignants comporte deux volets. Un premier volet qui est nécessaire, me semble-t-il, pour les enseignants parce qu'il leur manque beaucoup, c'est le volet de l'information à deux niveaux. Le premier niveau tourne autour de l'enfant et de l'adolescent. C'est-à-dire, j'étais directeur d'études pendant 3 ans à l'école, donc à l'UFM de Grenoble, détaché de l'université. Je donnais des cours sur le développement de l'enfant et de l'adolescent. Et je voyais que les enseignants étaient beaucoup plus intéressés par ces cours pour eux-mêmes que pour les enfants qui vont avoir par la suite. Et donc, après, on a fait des séances d'analyse de la pratique dans le cadre, donc, avec mes collègues qui ont continué ce travail avec les enseignants. Et je me suis rendu compte que finalement, ces cours, d'abord, n'étaient pas généralisés, étaient très limités en termes de nombre d'heures et ne permettaient pas vraiment une représentation de ce que c'est qu'un enfant et un adolescent sans avoir l'exercice, sans être en face. Et donc, du coup, on s'est retrouvé en fait à donner de l'information, un temps de l'information, dans des conférences sur, ça peut être l'adolescence, sur l'agir à l'adolescence, la dépression à l'adolescence, enfin, les phénomènes qui peuvent apparaître, des phénomènes développementaux qui peuvent apparaître à l'adolescence. Et puis, dans ces conférences-là, il y a les enseignants et il y a le réseau, c'est-à-dire toutes les institutions autour de l'établissement scolaire qui travaillent de près ou de loin avec l'établissement scolaire et qui ont en charge, même si on ne travaille pas avec l'établissement scolaire, qui ont en charge des enfants, donc du collège. Ce sont des conférences plénières, des conférences ouvertes. Et le deuxième volet, c'est un volet d'analyse de la pratique. Tous les mois, j'accompagne les enseignants dans un travail d'analyse de la pratique autour de la question de la violence, la recherche de stratégies pour pouvoir trouver un accord, enfin du moins un dénominateur commun pour accompagner les enfants dans la classe, pour un enseignant qui est en difficulté avec sa classe, pour un enseignant qui est en difficulté avec un élève, etc. Donc ce sont des véritables analyses de la pratique qui durent pendant les 4 années. Voyez. Et puis, donc ce travail-là est un travail qui est évalué. C'est un travail qui est évalué. Donc on évalue, donc je vais communiquer les résultats. J'ai encore un peu de temps. 5. Donc après, je vais faire d'autres échanges avec la salle. Bon, ça va. Donc si je ne continue pas, vous pouvez me poser des questions, je compléterai. Donc les résultats sont assez intéressants. Donc j'ai pu les rassembler et publier dans 2 articles à la revue la neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. Donc vous avez 2 articles dessus avec les résultats donc, de cette recherche. Et je vous communique un peu les résultats. Donc nous avons essayé d'évaluer, comme je vous l'ai dit, l'enfant en temps 1 et en temps 2. Et à travers donc un certain nombre de questionnaires, et un questionnaire que nous avons utilisé pour cette expérimentation, c'est un questionnaire de satisfaction qui est proposé donc aux adultes, aux enseignants, aux parents, aux enfants également. Hein. Et là, je vous donne seulement quelques éléments de ces résultats. Ce qui apparaît de manière donc en temps 1 et en temps 2, hein, vous le voyez ici dans les résultats globaux montrent que d'une année sur l'autre,
une différence de moyenne s'impose entre le T1 et le T2. 2009-2010, la moyenne des groupes passe de 32,33% à 48,67%. C'est le niveau de satisfaction. Sur un certain nombre d'items, par exemple, les items, c'est donc le respect de la règle, le rapport à l'autre, le rapport à la scolarité, la relation parent-enfant, enfin un certain nombre d'items qui sont, qui sont à détailler, vous pouvez le retrouver dans cet article. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, d'abord, entre T1 et T2, sur une année, il y a toujours une évolution positive, c'est-à-dire que le niveau de violence se réduit, le rapport à l'autre s'améliore, le rapport à la règle s'améliore, voyez, la relation parent-enseignant, parent-enfant s'améliore, et ainsi de suite. Mais ce qui est le plus intéressant, me semble-t-il, c'est le climat scolaire. Et le climat scolaire, on peut le traduire à travers l'évitement scolaire. C'est un collège, pendant plusieurs années, ces événements-là, les parents évitent d'inscrire leurs enfants dedans. Donc ils vont chercher plutôt d'autres collèges ou des collèges libres. Donc le niveau d'évitement était très très fort, ce qui fait, le nombre d'élèves inscrits se réduit d'année en année. Et là on voit que pendant cette période-là, c'est-à-dire sur les années que le dispositif a fonctionné, le nombre d'élèves, les réinscriptions reviennent, et le nombre d'élèves, le collège retrouve son taux normal de fonctionnement. Ça, c'est le premier indice très important. C'est-à-dire que les parents ont repris confiance dans l'institution scolaire, ils se sentent plus investis et ont un plus gros regard, pas forcément à l'intérieur, mais ils se sont organisés, par exemple, pour qu'à l'entour du collège, il y ait toujours des parents qui soient là pour accueillir les enfants à la sortie du collège. Et les structures qui sont environnantes, y compris les structures municipales, ont mis en place carrément un terrain de bowling pour que les vieux, comme on dit, passent leurs après-midi ou parfois leurs matinées à tourner là-bas. Ils deviennent aussi des référents. En d'autres termes, c'est comme si, à travers ce travail, quelque chose de l'ordre de la métagarance s'est mis en place. De la métagarance. C'est-à-dire, il y a la garance du cadre, ou le fait que le cadre soit suffisamment encadré par des personnes, ça suppose des interventions. La métagarance, ça suppose quelque chose qui s'inscrit dans... Voilà. C'est dans l'air. C'est là, et c'est porté par... C'est pas porté par les piles. Et c'est porté donc par une ambiance générale. C'est de la métagarance. Tous ces gens-là, tous ces adultes qui sont là autour du collège, constituent pour l'enfant donc des supports potentiels, des garants potentiels d'une certaine sécurité ambiante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième donc, concerne le redoublement. Donc, le redoublement, il était de 4%, il passe à 0,7%. Voyez, le passage, le fameux brevet de fin d'études, il a monté. Et ce qui est intéressant, c'est le passage plus particulièrement le passage vers les secondes générales et technologiques, qui passe de 34% à 55%. Et je pense que ce qui traduit le plus le climat scolaire, c'est le nombre de conseils de discipline, qui passe de 17 en 2007-2008, le début de notre dispositif, à 3 en 2011-2012, qui correspond à peu près donc à la fin de la troisième. En d'autres termes,
là, ce sont les résultats les premiers résultats, c'était les résultats de Villeneuve de Grenoble. Ces résultats-là sont les résultats du collège Marliose qui abondent pratiquement dans le même sens. Là, vous voyez un peu le début et puis donc les années, donc 2014, 2015 et 2016. Vous voyez donc pareil pour les mêmes choses. On voit comment la courbe, surtout des exclusions, tombe complètement donc dans le collège. On obtient pratiquement les mêmes résultats. Alors, ce qui me semble quand même, ce qui me semble important dans tout cela, c'est quoi? Ce qui me semble important, c'est de dire que ces enfants ont besoin de portage, ont besoin de reconnaissance. Ils ne manquent pas d'intelligence, ils ne manquent pas de sensibilité. Et en plus, ce sont des gamins qui ont l'humour au bout des lèvres. Ce sont des gamins qui sont, on a vécu avec eux pendant des années dans ces groupes-là, ce sont des gamins qui sont pleins d'humour, pleins de vie, pleins de capacité aussi d'agir. En d'autres termes, ce sont des gamins qui ont besoin d'être aimés, d'être portés, d'être commentés positivement. On n'a jamais dit à quiconque qu'il était mauvais. Et pourtant, il nous affichait à chaque fois l'être mauvais comme un canon de fonctionnement. Ils adhéraient au groupe, en début des groupes, avec leur carnet de correspondance et qui affiche le plus grand nombre de croix. Il est le héros de la salle. Et celui qui est encore meilleur, c'est celui qui a carrément des rapports et celui qui a réussi à avoir un ou deux renvois, une ou deux exclusions. Donc la carte de visite, c'est l'être en négatif. Et quand on a essayé quand on a essayé un peu progressivement de séance en séance à renverser la situation, ceux qui commençaient à afficher des compétences ont été traités de ce que vous connaissez, de lèche quelque chose, mais de manière violente. Hein? Tu es un vendu, tu es un lèche, etc., lèche-botte, etc., etc. Et du coup, nous, on était là pour renforcer, connoter positivement, accompagner. Et il a fallu du temps pour que cette tendance s'inverse et que quelque chose de positif puisse apparaître. Et donc, cette dynamique d'inversion, se fait dans l'agitation, elle se fait dans le bruit, mais elle finit par s'installer, elle finit par se mettre en place. Et puis après, ces enfants diffusent à l'extérieur qu'ils sont tellement bien dans ces groupes que finalement, on se retrouve obligé de repousser tous les autres parce que tout le monde veut venir dans ces groupes. Parce que dans ces groupes, ils se sentent bien. Ils sont avec des gens qui les aiment, qui les portent, qui leur disent qu'ils sont toujours bons, quel que soit le résultat, c'est toujours bon. C'est le principe du renforcement positif, alors qu'ils sont dans le principe du renforcement négatif. Et quand on arrive à ce renforcement positif et qu'ils l'intègrent, et que les parents l'intègrent également, et que les enseignants l'intègrent également, eh bien, l'enfant trouve sa place dans l'institution scolaire, trouve sa place à l'école, et surtout sent que le rapport entre l'école et la famille est un rapport pacifié. Et donc, il va sortir du clivage, il va sortir de cette tension liée à ce phénomène que j'évoquais tout à l'heure en termes de loyauté invisible, où il doit, comme s'il est obligé de répondre aux attentes qu'il suppose, aux attentes de l'enseignant, où il doit confirmer à l'enseignant que les parents sont mauvais, qu'ils ne savent pas s'occuper de leurs enfants, et aux attentes des parents, toujours qu'ils pensent que, de toute façon, ceux du pays d'accueil ne peuvent être que des mauvais, ou des persécuteurs, si vous voulez, que des gens qui nous aiment pas, des gens qui nous aiment pas. Et donc, voilà, on le sort de cette situation-là, et on lui restitue quelque part sa place d'enfant, avec un environnement
suffisamment bon, suffisamment porteur, dans lequel il peut naviguer de manière tranquille, sans avoir à rendre des comptes, consciemment ou inconsciemment, hein, à travers des passages à l'acte qui ne peuvent que le saboter son avenir, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.